Oui, bonjour, moi je suis donc Célia Isoard, je suis autrice et journaliste indépendante. Je m'intéresse beaucoup à l'écologie, je m'intéresse à la matérialité de l'industrie, aux chaînes d'approvisionnement du numérique et plus spécifiquement ces dernières années à l'industrie minière, ses impacts mondiaux. Et dans ce cadre, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle La ruée minière au XXIe siècle, euh, essai sur les métaux à l'ère de la transition. Alors, euh, la difficulté, c'est le contexte. En fait, pour qu'un projet minier soit acceptable, il faut qu'on comprenne à quoi il sert. Et là, par exemple, ce projet lithium dans l'Allier, il vient d'être décrété projet d'intérêt national supérieur. Ça veut dire qu'il doit servir l'intérêt collectif, euh, qu'il doit servir précisément à ça, et non pas spécifiquement à enrichir les actionnaires, par exemple, ou à alimenter une industrie qui va vendre du matériel de toutes sortes. Donc la question, c'est à quoi sert le lithium? Aujourd'hui, le projet est présenté comme une mine de lithium pour faire baisser les émissions carbone. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. À quoi va servir le lithium qui serait extrait si le projet se fait en allié? En fait, euh, pour partir d'une mine de lithium et arriver à faire baisser les émissions carbone, le chemin est très 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 long et très 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 tortueux. À la base, une grande mine de lithium, une grande production métallurgique, la construction d'infrastructures, c'est du réchauffement climatique net. On va créer un gigantesque chantier, on va créer une ligne à haute tension, on va construire 3 usines, hein, puisqu'on a le site avec les galeries, on a une usine de concentration du minerai, on a ce qui est appelé un quai de chargement, mais qui est en fait une usine d'assèchement, de stockage, et une usine de métallurgie, plus les sites d'enfouissement. Donc on a un gigantesque projet qui va nécessiter l'action de pelleteuses, du ciment, etc., etc. On réchauffe le climat avec un projet comme celui-ci. Il y a ces besoins en énergie qui ont été indiqués par Imeris. Euh, le projet va consommer la moitié de l'électricité consommée en Allier chaque année. En tout cas, ça représente en consommation électrique la moitié des habitants de l'Allier. On a un seul four dans l'usine de métallurgie qui consommerait en gaz l'équivalent de la consommation énergétique domestique de 67 000 personnes. Donc, on va aussi utiliser de l'acide sulfurique qui donc, extrait de matières fossiles. Donc, on réchauffe le climat. Euh, et donc, la question maintenant, c'est oui, alors, à partir du moment où on crée une mine qui va réchauffer le climat, qui va servir à produire de nouveaux véhicules dont la production est 2 fois plus émettrice en émissions de gaz à effet de serre que les véhicules thermiques, à quelles conditions est-ce que, partant de là, on arrive à l'objectif? C'est notre objectif à tous. On veut lutter contre le réchauffement climatique, parce que c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Mais si c'est grave, il faut le prendre au sérieux. À quelles conditions le lithium peut servir à ça? Eh ben, dans des conditions qui sont malheureusement assez restreintes. Donc c'est là où je veux en venir. Les conditions restreintes dans lesquelles cette mine est acceptable, c'est si ces objectifs sont formalisés par l'État. Et ces objectifs, c'est quoi? C'est euh, encadrer le marché du lithium et faire en sorte que la consommation de lithium ne soit utilisée que pour des véhicules de petite taille, des véhicules de moins d'une tonne, ou pour des véhicules très très légers. Parce que dès que vous avez un gros véhicule, de toute façon, vous réchauffez le climat. Ou alors, vous mettez le lithium dans l'électroportatif jetable, les perceuses jetables qu'on trouve chez Bricomarché. Et ça ne nous aide pas. Ou alors, on utilise le lithium pour faire des alliages aluminium-lithium dans l'aéronautique. Par exemple, dans un A380, dans un avion d'Airbus, il y a 80 tonnes d'alliage aluminium-lithium. Il y a beaucoup de lithium. Le lithium peut servir à ça. Donc,
logiquement, ce qu'on veut, c'est que ça serve vraiment l'intérêt collectif. Alors, en apparence, le cadre législatif dont vous parlez, par exemple la nouvelle loi européenne sur les matières premières, elle visait, en tout cas dans les discours, à, à promouvoir une mine responsable, une mine moins polluante, qui serait acceptable en fait pour les populations. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, ça n'est pas ça. À quoi sert cette loi? En fait, elle sert pour la relance minière européenne à créer une législation d'exception, à déréglementer pour permettre l'exploitation minière. Parce que, en fait, en Europe, c'est assez compliqué d'ouvrir une mine si on respecte la loi. A fortiori, si on est dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus assez d'eau. Il y a des contraintes très très lourdes qui sont liées à la pénurie, la préservation de la ressource. Et donc, les lois qui ont été votées, par exemple la loi européenne sur les matières critiques, elle permet d'exempter un projet minier jugé d'intérêt public supérieur de la directive sur l'eau et de la directive sur les habitats, ce qui permet en fait de contourner les législations environnementales. Donc vous voyez que c'est l'inverse de ce qu'on avait annoncé aux gens. Ça permet de faire des mines, en quelque sorte, à tout prix, c'est-à-dire en dépit des cadres. Et le fait que le projet soit devenu d'intérêt national majeur, ne serait-ce qu'en France, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est la réglementation, le cadre légal qui va s'adapter au projet, tant l'importance du projet est jugée impérative. Cette loi européenne, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à garantir l'approvisionnement en métaux des industries européennes. Donc, garantir leur approvisionnement parce qu'il est menacé, parce qu'en fait, la Chine a des monopoles sur tout un tas de métaux, parce que la Russie mène des actions, toute une diplomatie et même des guerres des métaux, et que au sein de ce contexte-là, ben oui, la France, les États européens, les États-Unis cherchent des voies pour se procurer des métaux. Le problème, c'est que toutes ces économies surconsomment des métaux. Donc la production, elle est pas possible pour tout le monde. Si vous imaginez que déjà, pour équiper toute la France, tout le parc automobile français, le substituer à technologie égale, bah, il faut toute la production mondiale de lithium, juste pour le parc automobile d'un petit pays dans le monde. Vous voyez bien qu'en fait, le système et le projet ne tient pas, et qu'en fait, les nouvelles lois européennes visent à répondre à une demande en métaux qui n'est pas possible de satisfaire pour tout le monde. Mm. Alors, cette loi, elle est très critiquée. Pourquoi? Non seulement à cause de ces lois d'exception, en fait, qui permettent d'ouvrir des mines, alors que, en théorie, ce ne serait pas possible ici et là, dans les zones Natura 2000, etc., mais aussi parce qu'en fait, elle va augmenter la pression sur les territoires miniers au prix de dévastation et de guerre. Le meilleur exemple, c'est la République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle loi, il y a un partenariat non seulement avec la RDC, mais en plus avec le Rwanda pour l'approvisionnement en métaux. Parce que dans les batteries des véhicules électriques, il y a du lithium, mais il y a aussi du cobalt, du manganèse, du nickel, du graphite, etc. Donc, une fois qu'on a du lithium, il faut tout le reste. Et par exemple, la majorité des réserves mondiales, elles sont au Congo et elles créent une situation qui est criminelle et dangereuse. Par exemple, 500 000 hectares de forêt tropicale qui disparaissent chaque année. Alors, je réponds à cet argument qu'en réalité, on est en train de faire l'inverse de par la consommation de métaux. C'est-à-dire que ce serait très très bien, évidemment, ce serait plus juste de relocaliser la production et de dire, bien sûr, nous payons le prix de notre mode de vie, nous assumons les conséquences de ce mode de vie-là. Mais en fait, étant donné les quantités qui sont demandées là pour satisfaire à la fois toute l'industrie et ce qu'on appelle la transition énergétique, en fait, ça n'est pas possible.
C'est-à-dire, déjà, c'est pas possible de satisfaire ses besoins en métaux en mettant à profit l'industrie mondiale. Mais c'est encore moins possible de le faire en ne mettant à profit que les gisements européens. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que, par exemple, si on voulait passer complètement à l'électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un seul pays, on aurait déjà épuisé la production mondiale pour tout un tas de métaux. Donc on fait l'inverse. En fait, on est en train d'augmenter la pression sur les ressources dans le monde entier. Par exemple, aujourd'hui, on n'en parlera jamais, nos besoins en terres rares, qui sont les 17 métaux qui sont utilisés dans toute l'industrie de pointe, hein, qui portent des noms comme l'europium, le rubidium, etc., qui sont très très polluants à extraire. Aujourd'hui, cette pression sur les terres rares pour développer tout un tas de technologies, elle est en train de dévaster tout simplement la Birmanie. En Birmanie, il y a une situation qui est un pré-génocide. On a des gisements de terres rares absolument partout qui sont en train d'être exploités dans la forêt tropicale par des entreprises chinoises de manière horriblement polluante, puisqu'il faut déverser carrément, créer des mares d'acide un peu partout dans la forêt pour exploiter ça. Déjà, on peut réfléchir à la taille de la mine, c'est-à-dire en fait à son volume de production. Là, on est avec un projet minier qui va générer, parce qu'il y a 1% de lithium dans le gisement, donc la mine va générer 2 millions de tonnes de déchets par an. Donc ça, c'est absolument colossal. Comment on fait avec 2 millions de tonnes de déchets par an, alors qu'une grande partie de ces déchets sont réellement très toxiques, en fait. Comment on garantit quoi que ce soit à partir du moment où on a des volumes comme ça et on va devoir remplir des vallées de déchets miniers. Donc, de la même manière, pour la consommation d'eau, là, ça va être des consommations d'eau colossales, on pourra y revenir. Donc, si on divise tout par deux, déjà, le gisement, il peut être exploité pendant 2 fois plus longtemps, ce qui pérennise 2 fois plus la ressource et donc les emplois et donc l'activité, et ce qui divise par deux les impacts. Ça change quand même beaucoup de choses, surtout dans une situation où il n'y a pas assez d'eau et où en fait il n'y a probablement pas assez d'électricité non plus pour alimenter cette mine. Donc on pourrait déjà commencer par poser cette question. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on divise par deux? Mais par ailleurs, pour alimenter quoi? En lithium. Euh, un véhicule, euh, un véhicule comme un SUV ou type Tesla, berline, etc., c'est au moins 10 kg de lithium dans la batterie. Euh, un vélo électrique, c'est quelques dizaines de grammes. Ça fait une énorme différence. En fait, pour que ce soit crédible, un projet comme celui-ci, déjà, il faut qu'on flèche le lithium, à quoi il va servir, mais en plus, évidemment, qu'on planifie certaines interdictions, bien sûr. Bien sûr qu'utiliser une ressource comme ça, qui est tellement précieuse et qui génère tellement de pollution et tellement de CO2, on ne peut pas l'utiliser pour l'ostentation, pour frimer. Ça n'est pas acceptable. Donc il faut interdire certains usages. Euh, L'électroportatif, avec ses batteries lithium là, dans les perceuses, les ponceuses, etc., ben, il faut obliger les industriels à garantir. Il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises en fait assez facilement. Ça dépend surtout d'une volonté politique. On peut pas parler sérieusement de responsabilité. Ça n'est pas d'ailleurs la faute d'Imeris, hein, c'est comme ça. On ne peut pas parler de responsabilité quand on stocke des déchets toxiques par millions de tonnes et qu'on a à terme aucun moyen de s'en débarrasser. Parce qu'on n'est pas responsable vis-à-vis des générations qui viennent. Et on n'a pas trouvé de moyens techniques pour faire en sorte que, par exemple, les résidus miniers qu'on va stocker dans des trous, ils ne percolent pas, ne communiquent pas avec les eaux souterraines, ils n'empoisonnent pas le sous-sol.
On n'a pas de moyens techniques pour ça. Donc, on ne peut pas parler de responsabilité parce que là, on gère des masses de matière sur lesquelles personne n'a la main. En fait, l'État français, là, est en train d'essayer de gérer au jour le jour des pollutions minières qui datent du siècle passé. Pourtant, c'était des mines beaucoup plus petites, qui généraient beaucoup moins de déchets. Et on ne sait pas quoi faire. On traite l'eau, le Bureau des recherches géologiques et minières est obligé de mettre en œuvre des systèmes de traitement des eaux qui vont fonctionner perpétuellement pour éviter d'avoir de l'arsenic, de l'acidité, etc. dans les eaux. Donc, le fait qu'une entreprise minière affiche des améliorations par rapport à ce qui est fait par des entreprises qui ont des pratiques réellement criminelles ne signifie pas que la mine est viable. C'est bien ça le problème. C'est que ça ne dépend pas de la volonté politique ou de l'honnêteté de l'entreprise. C'est un système, et malheureusement, le système de la mine industrielle, et quelque part, il est condamné par les teneurs. Il est condamné par son fondement même. On le voit avec le contexte qui se dessine. En fait, l'administration se montre dans ce genre de projet particulièrement complaisante en réalité, parce que quand il y a une volonté politique que ça se fasse, tout est rendu possible. Moi, j'observe une carrière d'Iméris en Bretagne, à Glomel, donc c'est une carrière où l'on extrait de l'andalousite. En fait, administrativement, c'est une carrière, mais d'un point de vue technique, c'est absolument une mine. Hein. Et c'est une mine très impressionnante. C'est une mine à ciel ouvert. Il y a plusieurs fosses gigantesques, des grands cratères comme on en voit dans les journaux. Et par exemple, moi j'observe que l'administration a été très 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 peu exigeante finalement avec Imerys sur la pollution des eaux, qui est maintenant assez irréversible et d'autant plus grave qu'à Glomel, donc dans les Côtes-d'Armor, on est sur une tête de bassin versant. En fait, c'est même 2 têtes de bassin versant. Donc, c'est vraiment le château d'eau de la région. Et que une mine à cet endroit-là, c'est un énorme problème. Ce serait la première chose à réglementer, ce serait la première chose à interdire en réalité. On ne devrait pas pouvoir ouvrir une mine sur un château d'eau parce que ça veut dire que l'eau va être polluée sur tout l'aval. Donc, vraiment, on pollue la ressource en eau à la source. Ben, le problème, par exemple, avec le projet de lithium à Échassières, c'est la même chose. C'est une tête de bassin versant. C'est là où la ressource en eau est la plus précieuse et devrait être sanctuarisée, devrait être le plus protégée. Et donc, quand on voit ça, on a envie de relativiser l'idée selon laquelle l'administration serait particulièrement tatillonne. Voilà. De toute façon, moi, je maintiens que c'est pas tellement... En fait, le problème est lié à l'activité elle-même, mais pas tellement à la volonté politique et à la réglementation. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de contre-expertise. Et c'est un très gros problème. Par exemple, pour connaître l'impact d'une mine, d'une usine de métallurgie sur les zones humides, sur les cours d'eau, sur les eaux souterraines, c'est la grande entreprise qui va missionner un bureau d'études en la payant bien, en le payant bien, pour faire des études. Ces études, étrangement, vont quand même très très souvent exactement dans le sens de ce que voudrait prouver la grande entreprise, c'est-à-dire impact minime, assez faible, etc. Et c'est ça qui est versé au dossier. Et c'est des centaines et des centaines et des centaines de pages. Il n'y a pas de contre-expertise. Le Bureau des recherches géologiques et minières est très nettement favorable, et c'est sa mission, c'est sa raison d'être, à la valorisation des ressources minières. Donc le BRGM va plutôt chercher à voler au secours de l'entreprise minière qui cherche à exploiter une mine. De la même manière que quand on parle de centrales nucléaires, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, est plutôt
un appui pour le développement des centrales, de l'enfouissement des déchets, etc. C'est la même chose. Et donc, là, par exemple, c'est un cas assez flagrant. Imerys ausculte les sous-sols, pose des piézomètres pour essayer de voir combien d'eau il pomperait en souterrain, dans cette précieuse eau souterraine, s'il exploitait la mine. Et il n'y a absolument aucun moyen d'avoir une connaissance indépendante à ce sujet pour l'instant. Et ça, c'est un très, 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 très gros problème. Pour l'instant, l'idée du recyclage, évidemment, mais il faut absolument recycler les métaux, elle repose sur le régime de la promesse. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, des analyses de cycle de vie où on se demande quel serait l'impact CO2 de tel ou tel objet, comme une voiture électrique, par exemple, en partant du principe qu'on recycle la batterie, ou en partant du principe que la batterie est au moins réemployée pour stocker de l'énergie en bas des immeubles, par exemple. Mais ça, c'est la promesse, car pour l'instant, cette filière, elle n'existe pas. Pour l'instant, on a même un problème qui est beaucoup plus grave, c'est que non seulement la filière de recyclage des batteries n'existe pas et que la question de la standardisation n'est même pas réglée, mais plus grave encore, c'est qu'en fait, les batteries des véhicules électriques ont la très mauvaise habitude de s'enflammer et de déclencher des très graves incendies, et que il n'y a pas de solution technique qui se profile. Il suffit d'un petit défaut dans ces cellules de batterie pour qu'elles s'enflamment. Et c'est arrivé très près de chez moi, là, en Aveyron, à Viviers, euh, non loin de la société métallurgique de la SNAM, qui en fait doit recycler, doit commencer une boucle de recyclage de ces batteries. Il y a 9000 tonnes de batteries de véhicules électriques qui ont brûlé avant même qu'on commence à les recycler. En revanche, tout ce qu'elles contenaient est parti en fumée, c'est-à-dire non seulement du lithium, des précieux métaux, mais aussi du cadmium et en fait des métaux toxiques. Donc ça, c'est un grand problème. On n'a pas du tout résolu ce système. Ce qui, là encore, suffirait en fait à remettre en question l'ensemble du projet. Puisque finalement, l'intérêt collectif qui consisterait à faire baisser les émissions, on a vu qu'en fait, il y avait très très peu de chances que ça se réalise. Il reste l'intérêt collectif qui serait celui plus habituel de l'emploi, au moins offrir des emplois aux gens. Et là-dessus, le problème, c'est que l'entreprise minière joue beaucoup sur l'idée de raviver parmi la population l'idée d'un âge d'or de la mine. On va faire revivre les villages, il va y avoir de l'emploi et tout. Comme si, en fait, euh, on allait ouvrir une mine pendant les 30 glorieuses. Mais c'est pas du tout ça, la mine, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'heure du néolibéralisme. Et en fait, les mines ne fonctionnent plus de la même manière. Déjà parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus automatisées, ce qui est à la fois une amélioration pour la santé des mineurs, mais un, un inconvénient par rapport à l'emploi. En fait, c'est très, très peu d'emplois. Là, Emeris annonce 1500 emplois directs et indirects. Mais les emplois indirects, ça veut dire peut-être une boulangerie supplémentaire qui serait créée parce qu'il y aurait besoin de pain pour les gens qui viendraient travailler dans les travaux, les infrastructures, quoi. Donc, c'est quand même très, très éloigné. Et en fait, c'est très peu d'emplois par rapport à ce qui est mis en danger, ce qui va disparaître comme ressource collective et vitale. Il y a ça, et il y a le problème que comme on est à l'époque du néolibéralisme, la protection euh, du travail, la protection des gens qui travaillent est quand même beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens dans les mines qui ont réellement le bénéfice de la convention collective des mineurs. Il y a beaucoup plus de travail en sous-traitance, du travail qui est moins bien payé et moins bien protégé. On voit ça dans toute l'Europe, on voit ça dans certains sites
en France aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ben, les maladies professionnelles, elles, elles existent, mais elles sont masquées par le fait que c'est de la sous-traitance, par le fait qu'en sous-traitance, on fait facilement pression sur les employés pour qu'ils ne déclarent pas leur maladie professionnelle, par exemple leur maladie respiratoire. Et, et là, étant donné le gisement qui va être exploité, il y a une exposition. C'est clairement dangereux. Il y a de l'uranium en quantité qui ne sont pas négligeables dans le gisement des chassières. Ne serait-ce que ça, bien sûr. Par ailleurs, gros problème aussi, c'est un gisement de lithium, mais c'est aussi un gisement de beryllium. Le beryllium, c'est un métal qui n'est, alors là, pour le coup, pas du tout utile pour la transition écologique. En revanche, il est très, très, très utile pour créer des satellites ou pour faire fonctionner des circuits dans l'électronique. Et le beryllium, une fois transformé en métal, est extrêmement toxique. C'est un métal qui est plus toxique que l'amiante, selon pas mal de spécialistes. Donc on a aussi ce problème avec ce site.